Alors, la semaine dernière, les hôteliers du Québec ont fait une sortie publique pour sensibiliser les gouvernements, les pouvoirs publics, les autorités aux problèmes de cohabitation avec les itinérants dans de nombreuses villes du Québec. Alors, ils soulèvent des enjeux de salubrité autour de leurs établissements, l'utilisation des toilettes aussi à l'intérieur des hôtels, et dans les cas les plus graves, mais plus rares évidemment, la présence de personnes sans abri dans les halls d'hôtels qui, dans les pires des cas, manifesteraient une certaine agressivité envers les clients. Alors, les hôteliers faisaient savoir la semaine dernière que l'idée, c'était pas de partir en guerre contre les itinérants. Ce qu'ils veulent, c'est des outils. C'est vrai pour les restaurateurs également. C'est vrai pour les commerçants. Il y a des directions d'école à Montréal, notamment, qui ont manifesté des préoccupations aussi face à la proximité de certains centres d'injection supervisés, dans Centre-Sud, par exemple. Tous ces gens-là, bref, ont désespérément besoin d'aide. Ils ont besoin de résultats aussi. Et ici, à Québec, il y a l'engrenage Saint-Roch, qui est un des piliers du monde communautaire dans la basse-ville, qui veut aider les personnes en situation d'itinérance, mais qui offre aussi des outils pour les gens dans le quartier, les commerçants, les citoyens. On reçoit Marie-Noëlle Bélan, donc, qui est directrice générale de l'engrenage Saint-Roch. Bonjour, Madame Bonjour. Bélan, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci vous. Et comment vous réagissez quand vous voyez comme ça des corporations, des associations de commerçants, d'hôteliers faire des sorties sur la place publique pour exprimer des préoccupations de ce type-là? En fait, c'est drôle, je vous écoutais parler puis je me disais, hey, c'est fou, il y a 2 ans, j'étais assise ici avec Marjorie Champagne, puis on faisait une entrevue sur la question de l'itinérance, le phénomène qui avait évolué. Puis je disais, Saint-Roch, c'est un peu comme le canari dans la mine. Ouais. Quand ça va mal dans Saint-Roch, ça annonce quelque chose de plus grand. Généralisé, oui. plus grand Québec. Puis on parlait à quel point c'était impératif d'agir en prévention, d'agir pour s'assurer que tout le monde au Québec a ce qu'il faut pour répondre à ses besoins de base. Se loger, se nourrir, avoir un revenu suffisant, puis aussi travailler à tisser des liens dans la communauté pour s'assurer d'être dans un dialogue, dans l'ouverture, mais aussi dans améliorer notre compréhension des choses. Fait que ça fait 2 ans. Puis on dit que ça prend environ 10 ans pour qu'une politique publique, on puisse en mesurer les effets, souvent après son adoption. Puis là, depuis 2 ans, on peut pas dire qu'il y a eu une volonté politique claire autour de faire face à la situation. Donc, comment je réagis? Je réagis. Ce n'est que le début, je pense, parce que quand on regarde la crise du logement, l'ampleur qu'elle va prendre, quand on regarde la situation dans les rues, la grande détresse qui est vécue, les prochaines années, ça va être de plus en plus difficile pour de plus en plus de gens. Comment on fait face à ça? Il va falloir réussir à convaincre les gens qui sont en situation de pouvoir de prendre les mesures à la hauteur des moyens dont ils disposent. Puis en parallèle, oui, à l'engrenage Saint-Roch, notre mission, c'est de travailler à l'amélioration des conditions de vie dans le quartier Saint-Roch. Les conditions de vie, c'est pour tout le monde. Puis de la qualité de vie, puis des liens, puis de la cohabitation. Fait qu'on pouvait pas voir la situation, le phénomène de l'itinérance évoluer, les tensions s'inscrire dans notre quartier sans réagir. Fait qu'on a, en toute humilité, parce que je pense que à la mesure de nos moyens, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Fait qu'on a commencé par faire une démarche pour essayer d'ouvrir le dialogue, de permettre aux gens qui habitent le quartier, mais aussi de permettre les gens qui travaillent dans les organismes, des gens qui fréquentent les organismes de se parler, pour aussi améliorer la compréhension du phénomène. Puis nous, on a suivi le processus. On a aussi parlé des questions des drogues, qui est un élément qui fait partie du portrait aussi. Puis ultimement, c'est un élément important, la toxicomanie. Oui. On le voit quand on se promène dans Saint-Roch, puis qu'on appréhende l'itinérance visible, la partie émergée de l'iceberg. Il y a clairement une dimension de toxicomanie, de dépendance aux drogues, aux substances qui est importante dans cette problématique-là. Oui, ça fait partie du portrait. On peut pas l'exclure. Ça fait partie du portrait comme une stratégie pour faire face ou comme une cause. C'est à la fois c'est entremêlé dans des histoires de vie où est-ce qu'il y a de multiples causes. Puis c'est toujours un danger, je pense, de simplifier la chose, mais en même temps, c'est un danger aussi d'exclure des notions qui sont importantes. Fait que, faut regarder tout ça. Ouais. Fait que voilà, nous, on vient de sortir un petit schéma pour essayer de simplifier autant que possible les parcours de vie, la dynamique
de l'itinérance. Parce qu'être en situation d'itinérance, c'est pas seulement ne pas avoir de toit, c'est toute une dynamique de vie qui fait que se désaffilie, on brise, ou nos liens sont brisés avec nos multiples réseaux, familles, communautés. Donc, on a envie de partager cette connaissance-là, mais aussi partager les moyens comment on peut agir, parce que les gens de Saint-Roch se sentent bien désabusés, je pense, à travers tout ça. Bien démunis. Oui. Puis le schéma dont vous parlez est sur votre site Internet. Oui. On peut aller le consulter. Puis c'est vrai que c'est simplifié, puis ça permet c'est une énumération, disons, de certains facteurs dans une vie, dans une existence humaine qui peuvent contribuer, c'est ça, à mener une personne à l'itinérance. Vous connaissez ce phénomène-là mieux que moi, puis mieux que beaucoup de gens à Québec. Quand on se promène dans les quartiers, je pense à Saint-Roch notamment, la partie que nous, on voit là, comme piétons, comme marcheurs, comme consommateurs, c'est beaucoup des hommes hirsutes qui sont souvent en situation d'intoxication. C'est plus compliqué que ça, l'itinérance, je le sais, moi. D'abord, il n'y a pas juste des hommes qui sont itinérants, mais c'est eux qu'on voit, par exemple, dans les rues. Oui. Pourquoi c'est comme ça? Ben, la rue est quand même un espace qui est synonyme souvent de danger pour bien des femmes. Donc, l'itinérance au féminin se vit différemment, c'est plus de l'itinérance cachée. Ouais. Puis, je suis pas une spécialiste de la question d'itinérance. À l'engrenage, on est plutôt des généralistes. Donc, mais oui, donc, ce qui va être vu souvent dans les histoires d'itinérance au féminin, c'est des négociations entourant l'échange d'un logis contre une exploitation sexuelle, finalement. Donc, il y a différents types d'itinérance. Il y a celles qu'on voit, mais oui, le phénomène est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut voir dans la rue. Vous dites, vous étiez assis ici il y a 2 ans pour parler de ça avec Marjorie, qui était ma prédécesseur. Est-ce que c'est vrai que la situation empire, la situation d'itinérance? C'est le discours qu'on entend beaucoup dans les médias, dans le commentariat aussi. Est-ce que c'est vrai de votre sensibilité à vous, tel que vous le percevez dans votre travail? Oui, c'est vrai. C'est vrai depuis la pandémie. C'est vrai aussi depuis 2 ans. Ça s'est pas atténué. Comment on le constate? Ben, dans les ressources qui sont présentes, donc la pression vers les ressources est très forte. Puis ça, c'est peut-être quelque chose des fois qu'il faut prendre conscience quand on travaille pas dans le communautaire, c'est que souvent on a beaucoup d'attentes envers les organismes. Donc on s'attend finalement à ce que les organismes puissent à la fois répondre à tous les besoins et régler bien des enjeux. Mais en ce moment, les organismes sont aussi fragilisés, sont sous pression. Fait que ça c'est une des façons qu'on peut le mesurer. Quand il y a pas assez de ressources pour répondre aux besoins en ce moment. Les ressources seraient si elles avaient une capacité d'accueil des mesures comme infinie, on pourrait dire il y en a assez, mais le problème c'est que comme par l'exemple que je donne souvent, c'est à l'Aube-Rivière le soir, il y a souvent un tirage pour voir qui est-ce qui va avoir un lit parce qu'il y a pas assez de lits pour tout le monde, fait qu'il faut que les gens se présentent à X heures pour mettre leur nom, puis après ça on voit, puis après ça les autres personnes ils s'organisent par leurs propres moyens. C'est pour ça qu'un répit, notamment en hiver, le répit de nuit était si important pour servir de lieu qui était vraiment moins paisible pour dormir, mais qui servait au moins à ne pas mourir de froid à l'extérieur. Ces répits-là qui sont fermés temporairement. En fait, là, il y a réouvert. Il a réouvert de jour. De jour. Oui, c'est ça. C'était une fermeture d'1 mois. Il est réouvert pour l'été de jour au sous-sol de l'église Saint-Roch. Puis à l'automne prochain, on va voir quelle sera la suite. Mais aussi, un autre signal, c'est que les résidentes qui sont à Saint-Roch depuis longtemps à des adresses fixes en témoignent aussi. Je veux dire, c'est les gens qui habitent l'espace sont les premiers à signaler qu'il y a une transformation du phénomène. Puis je pense qu'il faut aussi les écouter. Il faut aussi voir que c'est difficile pour une multitude de gens de bien des façons, sans vouloir comparer qu'est-ce qui est le plus difficile pour qui. Là, on rentre pas là-dedans, mais juste être à l'écoute des impacts que ça a sur la qualité de vie d'un grand nombre de personnes. Parlez-nous de l'engrenage un peu. Votre mission, c'est quoi? Notre mission, en général, globale, c'est donc améliorer
rassembler des gens, des citoyens, citoyennes, des organismes pour améliorer les conditions et la qualité de vie dans le quartier Saint-Roch en tenant compte des inégalités sociales. Fait que oui, on veut améliorer la qualité de vie pour tout le monde, mais il y a des dynamiques dans notre société qui font qu'on n'a pas toutes les mêmes chances, les mêmes opportunités. Fait que nous, on essaie de le travailler en ayant conscience des dynamiques inégalitaires. Puis notre action s'articule en 3 volets. D'abord, le verdissement, l'aménagement. Donc, Verdir Saint-Roch, on vient d'avoir plein de plantations dans le secteur, donc pour verdir et accompagner le milieu dans ses efforts de verdissement. Ensuite de ça, on a un volet cohabitation harmonieuse qui s'articule notamment autour d'une agente de mixité qui est dans l'espace public pour capter les réalités puis soutenir le milieu. Puis, par exemple, Émilie va, si un commerce, un café vit des enjeux tels que décriés là, par les hôteliers, les commerçants, ben elle va les rencontrer, elle va échanger avec eux, elle va partager des outils parce que parfois le besoin c'est simplement de se sentir outillé pour faire face, parce que il faut avoir un discours humanisant derrière tout ça, puis souvent simplement se parler. Ça permet vraiment de dénouer des enjeux. Fait que les gens dans les commerces ou dans les hôtels dans Saint-Roch, donc, ont besoin d'outils pour savoir comment réagir. Fait que Émilie est là notamment pour ça. Puis on a un volet aussi participation citoyenne, animation de quartier. Fait que là, les fêtes de l'Halloween, de la cabane à sucre, le frigo. Dans le fond, le frigo partage sur la rue du Parvis, sur le Parvis de l'église Saint-Roch, est vraiment une initiative citoyenne. C'est un comité de citoyens qui le porte. Puis nous, ben, on les accompagne là-dedans. Fait que une mission aux multiples volets. L'agente en mixité, ce que je comprends, c'est que c'est une des ressources que peuvent demander des commerçants ou à laquelle peuvent faire appel donc des gens dans le quartier qui vivent une situation précise puis qui veulent avoir des indices ou des conseils sur la façon de réagir, c'est ça? Effectivement. Puis nous, dans le fond, dans Saint-Roch, ça fait plusieurs années qu'elle est présente. Le poste de l'agente mixité depuis, ça fait plus de 10 ans qu'il est là dans Saint-Roch. Ouais, que ça existe. Est-ce que c'est connu par les gens du quartier? Oui, tout à fait. Oui, la demande est importante. Puis on a aussi de plus en plus des demandes de d'autres quartiers pour dire, hey, comment ça fonctionne? On aimerait peut-être ça l'implanter parce que oui, c'est une réalité qui est en évolution, puis il y a plusieurs quartiers en ce moment qui cherchent comment réagir. Puis nous, ce qu'on constate, c'est que c'est une des clés, l'agente de mixité, être dans le dialogue, dans l'ouverture, comprendre la réalité des autres. C'est la base, là. Fait que c'est comme ça qu'on essaie de travailler. J'imagine que ce que les gens, les commerçants notamment, veulent savoir, c'est comment interagir, par exemple, avec une personne qui est à proximité de leur commerce. Exactement. Comment interagir, Puis, ce que ça me fait penser aussi, c'est il y a les causes macro, l'enjeu de logement, insuffisance du revenu, le manque de soutien à la sortie des centres jeunesse, entre autres. Il y a toutes les causes macro, mais il y a toutes les causes micro. Nos communautés sont effritées quand même, puis de nourrir le lien puis le dialogue, tout simplement, ça fait du bien aux gens. Fait qu'on peut agir en prévention comme ça, et on peut agir aussi de façon pertinente avec des gens qui sont des affiliés en étant dans le dialogue, dans l'ouverture. Fait que essayons de nourrir des communautés qui soient plus riches de leur humanité. Qui se parlent. Oui, exact. Pour le macro, cependant, si vous pouviez vous adresser directement à un ministre, une ministre, au premier ministre, vous leur diriez de prioriser quoi? Est-ce que c'est le logement, la question du logement, la question de la... Bien, le logement, c'est le poste budgétaire le plus important dans un revenu. Fait que c'est sûr que... Puis c'est aussi souvent la plus grande stabilité passe par le logement. Puis si on a une trop grande pression sur le coût de notre logement, mais finalement, c'est là qu'on va sacrifier tout le reste. Fait que c'est sûr que le logement, c'est le cœur. Fait que oui, prioriser le logement, puis le revenu plus globalement, donc s'assurer que ça tient la route. Puis on a vu récemment là à quel point le stress associé au prix du loyer, le stress associé au logement était la principale cause des enjeux de l'aggravation des situations de santé mentale, des fragilités mentales. Fait que clairement, là, il y a un nœud, une priorité pour agir, mais il y a aussi toute la question du fonctionnement de l'aide sociale, la question il y a beaucoup de causes. Fait que il faudrait... On peut pas jouer sur un seul tableau. Il faut vraiment prendre le problème de façon générale. Oui. Oui, l'accès aux soins de santé aussi, s'assurer qu'on est capable d'avoir les soins dont on a besoin au moment où on en a besoin. Puis ça, c'est pas le cas malheureusement en ce moment au Québec. Êtes-vous entendu les groupes communautaires par les décideurs? Ben,
Je remarque depuis... moi, je suis en poste depuis 2 ans. Moi, ce que je remarque depuis 2 ans, c'est que la Ville de Québec et les villes en général ont pris le temps de comprendre puis ont écouté les organismes là. Dans la Ville de Québec, on sent une plus grande ouverture là, du côté de la Ville et une très grande ouverture là, de la part de l'administration. Donc ça, c'est... Ça les touche directement en même temps. C'est le palier gouvernemental qui est le plus proche de ces problématiques-là. Oui, puis ça donne une impression que, OK, là, en ce moment, on dit la même chose, on demande les mêmes choses. Fait que peut-être que ça va créer une pression finalement assez forte vers le palier provincial, donc pour être capable de faire une différence là, de ce côté-là. Parce que non, pour l'instant... Puis c'est sûr que bon, à l'engrenage, on est très micro, on n'est pas en analyse régulière des politiques puis des décisions provinciales, mais je dirais que globalement, là, on sent pas que le gouvernement Legault a pris le taureau par les cornes. C'est ça. Marie-Noëlle Belland, oui, c'est bien dit. Marie-Noëlle Belland, vous êtes directrice générale de l'Engrenage Saint-Roch. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous expliquer tout ça. Bien, ça fait plaisir. Merci de votre invitation.